Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. L'entreprise UPS vient de dévoiler ses résultats trimestriels et ils sont un peu moins bons que ceux qu'attendaient les analystes et instantanément, l'action de l'entreprise chute d'un peu plus de 10% en préouverture de marché. Donc on va vraiment regarder dans cette vidéo si ce qu'a annoncé en fait l'entreprise UPS c'est inquiétant ou non. Donc si toi tu es actionnaire, est-ce que il vaudrait peut-être mieux se séparer de tes actions ou au contraire si tu ne l'es pas, est-ce que cette chute de 10% est un bon point d'entrée pour toi? Donc du coup, c'est parti, on va passer sur mon écran. Donc déjà, par rapport à ce que prévoyaient les analystes, comme on peut le voir ici, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires ici de un peu moins de 22 milliards, alors que les analystes s'attendaient à un tout petit peu plus de 22 milliards, ce qui correspond ici à un écart de même pas 2%. Donc autant vous dire que là, c'est quasiment que dalle. Surtout que les analystes, ils ont tendance à être un peu trop optimistes. Donc ça, quand je vois ça, là, ce chiffre d'affaires qui est à 2% moins bon que ce que attendaient les analystes, je ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, en revanche, quand on regarde ici le bénéfice par action, là on voit quand même que c'est une chute de quasiment 10%. Donc là, ça commence à être un peu plus inquiétant. Mais on va regarder, nous, un peu plus en détail ce qui a été annoncé lors de cette conférence. Donc déjà, donc ça c'est comme on le disait tout de suite au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du bénéfice par action, c'est exactement ce qu'on disait, qui est passé de 1,79$ à la place des 2,50$. Ce qui est pas mal, c'est que l'entreprise a indiqué qu'elle allait recommencer son programme de rachat d'actions à hauteur de 1 milliard annuellement. Donc, racheter ces actions, c'est bien, c'est une des meilleures façons de récompenser l'actionnaire. Cependant, la seule chose où il faut faire attention, c'est quand l'entreprise rachète des actions qui sont pas chères. Si l'entreprise rachète ses propres actions alors qu'elle est évaluée à des niveaux de valorisation trop importants, le rachat d'actions n'a aucun intérêt. C'est même peu bénéfique pour vous. Cependant, si au contraire l'entreprise commence à racheter des actions alors que le prix de l'action est intéressant, dans ce cas-là, c'est tout bénéfique pour vous et surtout, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'imposition, de taxation. Donc si on regarde, ça c'est 1 milliard qui prévoit, comparé ici à la capitalisation boursière de l'entreprise, ça correspond à un peu moins de 1%. Donc si on fait 1 divisé par 124, hop, fois 100, je vous mets ça juste ici, voilà, ça correspond à 0,8%. Donc voilà, c'est bien, l'entreprise rachète ses actions, mais ce n'est pas non plus énorme, tout ce qu'elle va racheter. Ok. Maintenant, voilà, chose très intéressante qu'elle a indiqué ici, elle a indiqué que au niveau de ce trimestre, ça a été un point très important pour la simple et bonne raison que c'est la première fois en 9 trimestres qu'il y a de nouveau de la croissance au niveau du volume, donc du nombre de paquets qui ont été envoyés aux États-Unis. Donc ça c'est bien. Dites-vous bien que pendant plus de 2 ans, le nombre de paquets qui étaient échangés, donc qui étaient acheminés par UPS, chutait. Depuis ce trimestre uniquement que ce nombre commence à augmenter. Il y a de plus en plus de paquets transférés par UPS. Donc ça c'est bien. S'il y a plus de paquets transférés par UPS, ça va forcément, du moins, ça va aider à ce qu'il y ait de la croissance au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et maintenant, au niveau de ce que l'entreprise attend pour l'année 2024, ils s'attendent déjà à ce que son chiffre d'affaires soit d'environ 93 milliards. Donc si on regarde par rapport à son chiffre d'affaires de l'année dernière, il était, je vais me mettre ici en annuel, il était de 90 milliards. Donc là, c'est bien une petite augmentation d'un peu plus un peu moins de 3%. Ok. Des marges ici opérationnelles aux alentours des 9,4%. Donc ce qui n'est pas forcément énorme, mais pour une entreprise dans ce domaine, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ici, des dépenses en capital d'environ 4 milliards. Donc si on regarde ici au niveau du free cash flow, ces dépenses en capital de 4 milliards, ça représente quasiment, donc les dépenses en capital, c'est ce que vous dépensez une fois que vous arrivez ici à cette ligne. Donc si on prend ici 4 milliards, on est entre 33 et 50% du cash venant des opérations. Donc ça, ok. Et enfin, hop, on est ici, l'entreprise s'attend à racheter environ pour 500 millions d'actions. Ok, maintenant au niveau des résultats, hop, je vais bouger ça juste ici. Donc, ça c'était le revenu, donc le chiffre d'affaires qu'on pouvait voir. Donc là en diminution par rapport au trimestre de l'année passée de un peu plus d'1%. Ok. Ce qui correspond ici à des marges nettes. Donc là, comme on peut le voir par rapport au trimestre d'il y a un an, on a ici une chute, je vais le mettre en jaune ici, de
quasiment 33%. Donc là, c'est énorme quand même. Et donc du coup, ça donne quoi? Ça donne des marges nettes un peu plus faibles. On était aux alentours des 9,4% au deuxième trimestre 2023. Cette année, on chute à 6,5%. Donc là, forcément, ça ne plaît pas tout ça aux actionnaires. Donc maintenant, au niveau du chiffre d'affaires lié à l'acheminement de paquets, donc aux États-Unis, on voit qu'on est toujours en déclin ici entre 2023 et 2024, quasiment ici 2%. Au niveau de l'international, pareil, un léger déclin d'environ 1%. Et ce qui se traduit ici pour la totalité de ce que vous pouvez voir ici, un peu plus de 1%. Ok, maintenant au niveau vraiment du volume, c'est là où on voit que le volume du coup aux États-Unis a commencé à reprogresser. On a ici une augmentation de 0,7%, donc ça c'est le nombre de paquets qui ont été acheminés aux États-Unis. Donc la petite augmentation, parfait. Et pareil, au niveau international, il est juste... non, le niveau international, il est juste ici. Donc lui, pour le coup, il est en diminution. Cependant, si on regarde à la fois le volume international et le volume US, on a ici une légère augmentation de 0,1%. Donc ok, c'est pas trop mal. Et ça, voilà, ça c'est une métrique qui est très importante aussi à regarder. Ça va être le prix moyen d'un acheminement. Et donc comme on peut le voir ici, ce prix a diminué. Ça veut dire que UPS gagne un peu moins de sous au deuxième trimestre 2024 comparé au deuxième trimestre 2023 par paquet. Donc ça, c'est pas ce qu'on aime voir. Ce qu'on aime voir, c'est vraiment que à la fois UPS délivre de plus en plus de paquets et qu'en plus le prix par paquet augmente. Comme ça, vous avez une double augmentation et donc ce qui permet en fait d'avoir une entreprise relativement florissante. Et donc du coup, ça donne ici, que ce soit au niveau US ou international, on a ici en moyenne une diminution de quasiment 2% du prix par paquet. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va regarder nous vraiment les fondamentaux de l'entreprise. Donc comme on a pu le voir, là actuellement l'entreprise fait moins bien que ce qu'elle réalisait l'année précédente. Et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble. Donc déjà, on va regarder nous les différentes métriques que je regarde moi personnellement pour savoir si une entreprise est de bonne qualité. Et tiens, on va commencer par déjà la croissance, donc de 3 indicateurs qui vont être le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow. Donc en mettant ici en annuel. Comme on peut le voir ici, UPS, on va regarder sur 5 ans, même si peut-être qu'on pourrait même regarder sur 10 ans parce que ça pourrait être une entreprise plus ou moins cyclique en fonction des cycles économiques, etc. Mais bon, sur 5 ans, c'est tout à fait OK. Donc on veut une augmentation du chiffre d'affaires. Comme on peut le voir, il est passé de 74 milliards ici à 90 milliards. Ok, c'est parfait, une augmentation. Cependant, attention, comme vous pouvez le voir ici, il y avait une augmentation relativement constante de son chiffre d'affaires jusqu'en, on va dire 2019. Et à partir de 2019, ici, gros bond de 2019 à 2020. Idem, de nouveau gros bond entre 2020 et 2021. Et ensuite, ça se stabilisait pour, une fois 2022 passé, redescendre. Pourquoi? Tout simplement, ça c'est lié au Covid. Pendant le Covid, donc à partir de l'année 2019, on est tous restés chez nous. Donc beaucoup de personnes ont commandé du matériel, peu importe, des choses en ligne. Et donc du coup, UPS a tourné à plein régime. Une fois que les restrictions liées au Covid se sont arrêtées, petit à petit, UPS avait moins de paquets à délivrer parce que les gens commençaient à ressortir, à racheter d'eux-mêmes en allant directement dans les boutiques. Et donc forcément, c'est pour ça qu'il y a eu ce pullback à partir de 2022. Et ce qui est bien, c'est que ce pullback au final n'aura pas forcément duré trop longtemps, puisque là, l'entreprise s'attend en 2024 à réaliser un chiffre d'affaires de 93 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'il repartirait en augmentation, donc ça c'est bien. Maintenant du coup, au niveau du résultat net, c'est bien que le chiffre d'affaires soit en croissance, mais par contre, si le résultat net, lui, n'est pas en croissance, ça veut dire que ici, là, vous avez des frais qui se sont rajoutés. Donc en 2019, en 2019, on était ici à 4 milliards 44, cette année, ici 6 milliards 71. Donc ça c'est bien, le résultat net de l'entreprise est en croissance. Par contre, bien entendu, vu qu'il y a moins aussi de chiffre d'affaires et que l'entreprise a été moins efficiente pour délivrer ses produits, forcément ici, le résultat net diminue par rapport aux années 2021-2022. Donc ce qui est plus ou moins tout à fait normal. Donc les résultats nets, ok, ça c'est bien, mais une des métriques qui est encore plus importante que le résultat net, c'est le free cash flow. Parce que dites-vous bien que le résultat net, c'est une métrique qui peut être manipulée par les experts comptables. Ils sont très fourbes, donc attention, ils peuvent essayer de vous faire croire certaines choses. Par contre, le free cash flow, lui, peut aussi être manipulé
Si je vous disais qu'il ne pouvait pas être manipulé, ça serait vous mentir. Cependant, c'est plus compliqué parce que le free cash flow, c'est en gros l'argent qui rentre moins tout ce qui sort au cours d'une période donnée. Et le free cash flow, c'est très important parce que c'est vraiment le sang de l'entreprise. Et avec le free cash flow, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser sa dette, elle va pouvoir racheter ses propres actions, elle va pouvoir réinvestir en elle-même et elle va pouvoir aussi réaliser des acquisitions, donc acheter d'autres entreprises. Et donc il est très important que cette métrique soit en croissance d'année en année. Donc en 2019, on était à 2,26 milliards, ok. Cette année, 5,08 milliards. Ok, c'est pas trop mal. Donc comme on peut le voir ici, pour l'instant, tous les indicateurs de croissance sont au vert. Maintenant, au niveau des indicateurs de rentabilité, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les dirigeants de l'entreprise utilisent efficacement l'argent de l'entreprise. Et donc pour ça, moi je regarde 3 indicateurs qui sont le ROA qui est la rentabilité des actifs, le ROE, la rentabilité des capitaux propres, et surtout la métrique la plus importante que je regarde, c'est le ROIC qui est la rentabilité des capitaux investis. Et donc cette métrique prend en compte à la fois les capitaux propres, mais aussi l'argent que l'entreprise a récupéré via des dettes. Et donc ce que je veux, moi, c'est qu'au minimum du minimum, ces 3 métriques soient de 12%. Comme on peut le voir ici, c'est le cas, donc là, sauf pour le ROA, mais moi, comme je vous dis, je me fie principalement ici au ROIC. Donc, comme on peut le voir ici, un ROIC de 14%, c'est relativement important. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus d'exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'entreprise investit 1 euro, elle en récupère 14 centimes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, pour ma part, j'estime que les dirigeants de l'entreprise utilisent efficacement l'argent de l'entreprise. L'entreprise, comme on peut le voir ici, verse un dividende ici à ses actionnaires à hauteur de 5 milliards et 370 millions, donc à l'ensemble de ses actionnaires. Et ce qu'on veut savoir, donc ce qui correspond ici à un rendement de 4,32%. Donc si toi, tu es un investisseur sur les dividendes, c'est un rendement qui est relativement intéressant, on ne va pas se cacher. Un indice comme le S&P 500, généralement le rendement du dividende, il est compris entre 1 et 2%. Donc là, tu es plus que x2, donc ça c'est bien. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps? Ce qu'on veut s'assurer, c'est que toi, si tu investis aujourd'hui dans cette entreprise, est-ce que l'entreprise sera en mesure de te verser toujours ce même dividende ou au mieux de l'augmenter? Et donc pour ça, on va le comparer avec son free cash flow moyen. Donc, si on reprend ici nos 5,37, qu'on va diviser par le free cash flow moyen qui est juste ici, de quasiment 7 milliards, 6 milliards 80. Hop, 6,81 fois 100, on est ici à quasiment 79%. Et là, aïe, ça commence à faire beaucoup. Moi, personnellement, j'aime bien quand le payout ratio de l'entreprise est inférieur à 50%. Je veux que l'entreprise utilise la majorité de son free cash flow pour faire autre chose que de verser un dividende. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Surtout que, comme on l'a vu depuis 2022, le free cash flow de l'entreprise est en diminution. Et comme on peut le voir ici, celui de cette année-là, sur 12 mois glissants, il est de 5 milliards 61. Et si on fait nos 5,37 divisé par 5,61 fois 100, on est ici à plus de 95%, quasiment 96%. Ça veut dire que cette année, l'entreprise a quasiment utilisé l'intégralité de son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et ça, c'est de trop. Quand je vois ça, si le free cash flow de l'entreprise reste à ces niveaux-là de 5 milliards 500, 600 millions environ, et bien dites-vous bien qu'à tout moment, ce dividende n'est pas pérenne. Donc, attention. Maintenant, au niveau des marges, comme on peut le voir ici, des marges brutes de 18%, donc ce qui est très faible, mais bon, dans ce secteur, ça ne me choque pas plus que ça. Et aussi des marges nettes qui tournaient aux alentours des 8% au cours des 5 dernières années, ok, mais cette année, des marges un peu plus faibles, comme on l'a vu précédemment, un petit peu plus de 6%, ok. Maintenant, ce qu'il est très important de savoir, c'est est-ce que l'entreprise maîtrise son endettement? Dites-vous bien qu'une entreprise qui n'est pas du tout endettée ou qui est faiblement endettée, c'est une entreprise qui aura peu de chances de faire faillite. Et vous, la pire chose qui pourrait arriver, c'est que vous investissiez dans une entreprise et qui ensuite mette la clé sous la porte quelques temps plus tard. Donc pour ça, moi, je regarde 2 indicateurs qui sont à la fois la dette long terme et aussi la dette nette. Et je veux à chaque fois que ces 2 indicateurs puissent être remboursés en au maximum 5 années de free cash flow.
Donc je prends ici le free cash flow moyen, qui est ici de 6 milliards 810 millions. Hop, 6,80, je le multiplie par 5, ça va me donner 34 milliards. Donc je veux que moi, la dette long terme soit inférieure à ces 34 milliards. Si je vais ici dans le bilan comptable, on descend tout en bas. Total long term liabilities, 36 milliards. Hop, c'est celle-ci là. Quasiment 36 milliards. Donc là, aïe, on est un tout petit peu au-dessus. Mais ça va à 34, 36 milliards, on n'est pas très loin. L'entreprise, c'est en un peu moins de 6 années qu'elle peut rembourser sa dette long terme. C'est OK. Maintenant, au niveau de sa dette nette, la dette nette, c'est très simple à calculer. Il faut juste faire la différence ici entre la valeur d'entreprise, qui est là, et la capitalisation boursière. En gros, la capitalisation boursière, c'est si une personne souhaitait racheter l'intégralité des actions en circulation et donc être propriétaire à 100% de l'entreprise. Dans ce cas-là, il aurait à débourser ici 124 milliards de dollars. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un voulait à la fois être propriétaire à 100% de l'entreprise et en plus se séparer de l'intégralité de la dette. Dans ce cas-là, il aurait à payer 170 milliards. Donc si je fais la différence entre 170 moins 124, on a ici 46. Donc on est au-dessus des 34 milliards. Si c'est 46, je les divise par le free cash flow moyen ici de 6,81. On est ici à, allez, un peu moins de 7. C'est-à-dire qu'il faudrait un peu moins de 7 années à l'entreprise pour rembourser sa dette nette. Donc là, ça commence à être un peu plus important. Cependant, on ne va pas se cacher, UPS, ça reste une très grande entreprise. Honnêtement, je serais choqué si on m'indiquait que d'ici 2, 3, 4, 5 années, UPS mettait la clé sous la porte. Dites-vous bien qu'une entreprise comme ça, c'est une entreprise qui a besoin de dépenser énormément en capital chaque année parce que UPS, régulièrement, ils doivent acheter de nouveaux camions, des fourgons, des avions qu'ils ont en propre. Donc forcément, ça coûte. En plus, ils sont obligés aussi de créer certains entrepôts, avoir ces sortes de hubs qui vont acheminer des colis d'un endroit à un autre avant de les redistribuer vers vos points de collecte, etc. Donc au final, oui, l'entreprise est un peu endettée par rapport à ce que je recherche, mais là, ça ne m'inquiète pas du tout. Et enfin, la dernière métrique qu'on va regarder, ça va être par rapport au nombre d'actions en circulation. Ils ont dit qu'ils voulaient en racheter, eux, à partir de cette année-là. Donc, on va regarder à quoi ça correspond. Donc, en 2019, il y avait 869 millions d'actions. Cette année, hop, 860. Donc, comme on peut le voir, l'entreprise a racheté un peu de ses actions. Donc, c'était même en augmentation là jusqu'en 2021. Et ensuite, l'entreprise commence à racheter ses actions. Donc, ok, c'est pas trop mal. Dis-toi qu'en tant qu'actionnaire, tu n'es pas dilué. Donc, ça, c'est bien. Donc, comme on peut le voir ici, l'entreprise UPS, ça reste une entreprise relativement solide. Franchement, c'est pas forcément l'entreprise où je me dis « Oh yes, il faut absolument que je la possède en portefeuille », mais elle est plutôt pas mal, surtout si tu aimes les dividendes. Mais comme je disais, attention, si tu aimes les dividendes, oui, mais ne te dis pas que tu vas avoir peut-être un rendement de plus de 4% chaque année. Ça, c'est moins vrai. Donc on va regarder maintenant ce que pensent les analystes. Eux déjà, ils s'attendent à quoi ? Donc voilà, ils s'attendaient déjà à une baisse là jusqu'en décembre 2024 et ensuite un rebond de plus de 10% annualisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, là, ils s'attendent, comme on peut le voir, à un chiffre d'affaires qui passerait ici de 93 milliards, ok, à 117 milliards, dont ce qui correspond ici à des croissances, allez, aux alentours des 5%, 5-6% annualisés. Ok. Donc maintenant, on va utiliser un outil qui va nous permettre de savoir est-ce que cette chute-là qu'on a pu avoir grâce aux résultats va nous permettre de rentrer en position ou au contraire, est-ce que l'action est toujours surévaluée? Juste avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus ça permet de nous soutenir. Donc maintenant, comme d'habitude, moi vous le savez, je suis un investisseur long terme, donc je vais réaliser des estimations sur 10 années. Toujours 3 types d'estimations, ça j'adore, des estimations pessimistes, réalistes et optimistes. Bon, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme on a vu, les analystes s'attendent à une croissance comprise entre 5 et 6%. Nous, on va être un tout petit peu plus conservateur. On va faire, allez, 3, 4,5, non, 3,5, 5, 6,5. Ouais, c'est ça. Ensuite, au niveau des marges nettes, bon, comme on peut le voir, on va plus se fier aux marges nettes là, au cours des 10 dernières années parce qu'ils ont peut-être été un peu boostés pendant le Covid. Donc pour ma part, je vais partir sur du 6,5, 7,5, 8,5. Maintenant, au niveau des marges sur le free cash flow, bon, elles sont un tout petit peu plus faiblardes là, que les marges nettes. Donc, je vais mettre sur du 5, 6, même un peu
plus 6, 7 et 8. Maintenant, au niveau du PER UPCF. Donc là, c'est le PER UPCF que je pense que l'entreprise aura à l'issue de mes 10 ans. Un indice comme le S&P 500, c'est un PER UPCF moyen de 15. Et nous, on va l'ajuster en fonction de deux métriques. Est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Voilà, un chiffre d'affaires qui augmente de 5%, c'est pas exceptionnel, donc non. Est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, honnêtement, oui, c'est plutôt important. Même si, attention, on voit qu'il diminue. Mais je pense que voilà, là, ces 18% ont été impactés par ces 14%, donc on tourne peut-être quand même aux alentours des 19 à 20%, donc ce qui est plutôt important. Donc l'entreprise mérite son petit premium. Pas forcément beaucoup, mais un petit. Pour ma part, je lui mets du 16, 18 et 20. 16, 18 et 20. Et pour l'instant, en rendement, on va demander juste du 9%, comme pourrait le faire un indice. On analyse, ça nous donne voilà, ces chiffres. Donc actuellement, à $130, là, si tu crois aux estimations moyennes ou hautes, celle-ci, et que tu souhaites réaliser au minimum un rendement de 9%, dans ce cas-là, tu peux acheter l'entreprise tous les jours. Cependant, si tu penses que les estimations basses se réaliseront, dans ce cas-là, il faut attendre que l'entreprise chute à 72, 65 euros là, en fonction de si tu te fies plus aux marges nettes ou le marge sur le free cash flow. Cependant, attention, là on ne se met aucune marge de sécurité. Et pourquoi prendre un risque si vous pouvez vous investir dans un indice, un ETF, qui vous procure ces mêmes rendements? Honnêtement, ça ne sert à rien. Donc il vous faut forcément une marge de sécurité. Moi, pour ma part, je vais demander une marge un peu plus importante. Je demande toujours minimum du 12. Hop là, 12, 13,5 et 15. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Si j'analyse, et bien là, pour le coup, l'entreprise semble encore surévaluée. Sauf pour les estimations hautes. Donc moi, personnellement, je pense que l'entreprise sera en mesure de réaliser des estimations. Je pense que cette croissance de 5%, elle n'est pas forcément déconnante. Je ne serais pas étonné que plus tard, les marges de l'entreprise s'améliorent d'année en année. Donc je serais prêt à payer l'entreprise entre les estimations ici moyennes et hautes. Donc pour ma part, moi, ce que je vais faire, c'est je vais mettre à 106 euros là. Un prix d'achat sur la watchlist. Alors honnêtement, si l'entreprise descend à 106 dollars, je ne l'achèterai pas du simple fait que l'entreprise utilise trop son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividendes. Ça, moi, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas comme ça que je souhaite investir mon argent. Cependant, voilà, si j'étais un investisseur sur les dividendes, ok, acheter UPS à, allez, on va dire entre 105 et pourquoi pas 110, 115 euros, ça me conviendrait. Mais en tout cas, ces prix-ci, là, je trouve que c'est encore un peu trop évalué. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette entreprise. Est-ce que tu es déjà actionnaire ou non, ou au contraire tu aimerais bien le devenir? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!